Lorsqu'on parle cloud, on s'attend souvent à ce qu'on nous parle de services, ou du moins ce qu'on peut faire avec ces services. On s'attend à ce qu'on nous parle de comment lancer un serveur Ubuntu avec une instance EC2. On s'attend à ce qu'on nous parle de comment lancer une base de données SQL Server avec RDS. Lorsque vous préparez votre certification AWS Cloud Practitioner, selon moi, une des parties qui n'est pas très attrayante est sans aucun doute les 6 piliers du, du cadre de bonne pratique par AWS. Alors, quels sont ces 6 piliers et au final, de quoi parle-t-on du cadre de bonne pratique? Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo donc, qui traite de ce sujet-là. Et sans plus tarder, commençons. Hop. Alors, pour toutes les personnes qui sont là pour la première fois, Claudia est la chaîne qui vous prépare pour la certification AWS Cloud Practitioner. Et donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si cela vous plaît. Je vous remercie donc pour votre attention. Donc, le cadre de bonne pratique ou le Well Architected Framework se définit comme étant un ensemble de bonnes pratiques architecturales en matière de conception et d'exploitation de workloads ou de charges de travail fiables, sécurisées, efficaces, économiques et durables dans le cloud AWS. Donc, ce sont comme des bonnes pratiques, des conseils, des recommandations qui vous permettent en fait de mieux travailler dans le cloud. Ok. Donc, il y en a 6. Hop là, je ne sais pas si vous voyez, il y en a 6. Et on va traiter de tous ces 6 piliers aujourd'hui. Ok. Donc, le premier pilier que nous allons voir est l'excellence opérationnelle. Alors, qu'est-ce que l'excellence opérationnelle? Donc, c'est le pilier qui traite de mettre en fait rapidement et efficacement à disposition des clients les nouvelles fonctionnalités et les correctifs. Ok. Dans ce pilier-là, vous avez en fait des branches, ou on va dire des sous-parties, qui sont en fait importants à savoir lorsque vous passez la certification, l'examen pour la certification, parce que vous allez en fait avoir des use cases et on va vous dire, mais dans quel pilier cela fait partie. Par exemple, prenons la première sous-partie, anticiper les défaillances. On va vous dire, voilà, on veut anticiper les défaillances. Dans quelle partie, dans quel pilier fait partie donc ce problème-là? Et donc, vous savez que, maintenant, vous le savez, vous le voyez, que anticiper les défaillances fait partie du pilier de l'excellence opérationnelle. Donc, en termes d'excellence opérationnelle, donc, vous avez un des sous-points qui est d'anticiper des défaillances. Vous avez aussi le fait qu'il faut tirer les leçons de tous les événements et les échecs opérationnels. Okay. Donc, quand quelque chose vous arrive dans le passé, grosso modo, essayez de ne pas faire la même erreur. C'est même pas essayer, ne faites plus la même erreur la prochaine fois. Donc, voilà. Ensuite, vous avez d'effectuer des modifications fréquentes, mineures et réversibles. Donc là, on parle un peu de CICD. Pour ceux qui sont dans la tech, c'est de faire des petites... vous rajoutez petit à petit dans votre très grand projet des petites fonctionnalités un par un, et de ne pas tout faire d'un seul coup. Donc voilà. Et enfin, vous avez le Operation as Code, c'est-à-dire que d'automatiser autant que possible. Pourquoi? D'automatiser parce que, en fait, lorsque vous essayez de déployer un ensemble, une infrastructure avec manuellement. C'est-à-dire que vous avez un projet, vous souhaitez, allumer 10 ressources, que ce soit des instances, des bases de données, un site web, tout plein de ressources. En fait, si vous le faites manuellement, vous serez plus à même de faire des erreurs. Alors que si vous mettez ça en fait dans un script ou vous automatisez cela, vous serez à même d'être au courant, de pouvoir en fait monitorer, de voir s'il y a des erreurs, etc. Et aussi de minimiser en fait ce risque-là. Donc le fait d'automatiser, on se retrouve dans quelque chose qui est de l'ordre de l'excellence opérationnelle selon AWS. Donc voilà. Le deuxième pilier, hop,
c'est le pilier de la sécurité. Et donc ce pilier de sécurité décrit comme comment tirer parti en fait des technologies cloud pour protéger les données, les systèmes et les actifs de manière à améliorer votre posture de sécurité. Ok. Donc là, on parle vraiment de la sécurité. Et donc, de quoi on parle? On parle, de mettre en place une base identitaire solide. Donc, il y a le MFA, mais il y a aussi tout ce qui a un rôle avec, tout ce qui a un lien avec les rôles. Par exemple, vous accordez des rôles à, à certaines parties, vous créez un groupe de personnes auxquelles vous affectez un rôle. Par exemple, vous créez un groupe pour les analystes de données, les data analysts, pour qu'ils puissent avoir accès, je ne sais pas moi, juste à Athena par exemple. Donc, le fait de mettre en fait, d'accorder des accès afin de mieux gérer en fait la sécurité de votre plateforme, en fait, de toute votre infrastructure. Deuxième point, c'est de maintenir la traçabilité. Vous devez savoir qui fait quoi, comment, où. Donc, pour superviser, alerter et auditer les actions et les modifications qui sont apportées à votre environnement. Et oui, lorsque vous êtes dans une entreprise, vous êtes voilà, un grand nombre de personnes qui travaillaient par exemple, sur un projet, par exemple. Vous voyez? Et donc, vous devez savoir qui fait quoi. Parce que si tout le monde travaille sur un même sujet et que personne ne sait qui fait quoi, bah, vous êtes d'accord avec moi qu'au final, bah, ça sera un peu le bazar. Donc, vous devez être à même de superviser tout cela et d'avoir une vue sur les modifications de votre environnement. Troisième point. Le troisième point concerne d'appliquer la sécurité à toutes les couches. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous avez votre environnement, ce n'est pas juste au début. Par exemple, je ne sais pas moi, vous allez mettre un contrôle sur tous les accès à votre environnement. Vous voyez, les accès extérieurs, je parle. Par exemple, les accès des clients sur votre site web. La bonne pratique, selon AWS, est avant tout de mettre en fait des barrières entre guillemets de sécurité sur tous les points, que ce soit d'un point de vue réseau, d'un point de vue du VPS, du distributeur, du load balancer ou même du code, enfin qu'à chaque partie, à chaque fonctionnalité, à chaque chose, à chaque couche, vous puissiez mettre une forme de sécurité pour maximiser et diminuer en fait, enfin pour maximiser euh, pour minimiser plutôt le risque de la menace en gros, de diminuer la menace. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi le fait de protéger les données en transit et au repos. Et ça parle un peu plus aux personnes qui travaillent dans le réseau avec l'encryptage SSL et TSL. Et enfin, un des derniers aussi points, un cinquième, je dirais, un cinquième sous-point, c'est le fait de protéger l'accès aux données. Et là, ça revient un peu à ce qu'on disait sur le premier point, de vraiment protéger les données. Et je pense notamment à lorsque vous avez une base de données, tout le monde ne peut pas avoir accès aux données parce que, disons, pour des questions de RGPD, il faut vraiment protéger les données qui sont, sensibles et deux aussi qui sont critiques et stratégiques pour l'entreprise. Vous ne voulez pas que tout le monde sache quel est le chiffre d'affaires de l'entreprise ou bien quels sont ses clients ou ses fournisseurs, par exemple. Voyez? Donc voilà. Un troisième point, le troisième pilier est le pilier de la fiabilité. Le pilier de la fiabilité qui, en fait, englobe la capacité d'une charge de travail à exécuter sa fonction de manière correcte et cohérente, et ce, en temps utile. Donc, vous voulez que ce que vous mettez en place, votre site web, votre base de données, puisse tourner, fonctionner de manière cohérente, qu'elle ne s'arrête pas en pleine nuit ou même en plein jour pendant que il y a des activités. Donc pour cela, première chose, il faut donc mettre en place des indicateurs, des KPI, donc des indicateurs qui vous permettent de suivre les pannes, d'avoir une notification et une suivi en fait des pannes. Donc voilà. Deuxième point, c'est la mise à l'échelle horizontale.
Alors la mise à l'échelle horizontale, c'est lorsque vous êtes saturé, par exemple vous avez par exemple un serveur et qu'il y a beaucoup de demandes sur ce serveur-là, c'est que au lieu d'augmenter, c'est-à-dire par exemple si ce serveur dépend, voilà, si ce serveur est trop petit, c'est d'ajouter, on va dire, une capacité en RAM ou une capacité en giga, en stockage, pardon. Ça, c'est la mise à l'échelle euh, verticale. Donc, vous, entre guillemets, vous grossissez ou vous dopez votre serveur. La mise à l'échelle horizontale, c'est que lorsque votre serveur, on va dire serveur 1, est trop petit, bah, vous rajoutez un deuxième serveur. Donc, vous n'êtes pas là à augmenter les capacités du premier serveur, mais vous départagez, entre guillemets, la charge de travail, entre guillemets. Et donc, comme ça, lorsqu'un serveur casse ou a un problème, le deuxième va reprendre. Donc, comme ça, on s'assure d'une bonne continuité en cas de souci ou de panne. Donc voilà. Troisième point. Le troisième point concerne la capacité, euh, en fait, de prendre, de louer ou encore d'utiliser une ressource qui est adaptée à votre besoin. Pour deux cas. Si votre capacité que vous prenons par exemple, prenons une base de données. Si vous prenez une base de données qui est trop petite, que vous êtes une très grande entreprise et que vous produisez beaucoup de données, ok, donc vous aurez un problème de saturation parce que votre base de données sera en fait trop petite pour contenir toutes ces données. Et si vous prenez une ressource qui est trop grande, alors dans ce cas-là, ce n'est pas non plus adapté et vous aurez peut-être des mauvaises surprises sur votre portefeuille parce que vous payerez un peu trop cher pour ce dont vous avez besoin. Et je ne parle même pas d'un point de vue environnemental et tutti quanti. Donc voilà. Et donc le dernier point, c'est la gestion des changements au niveau de l'infrastructure avec l'automatisation. Et là, on revient au point qu'on avait vu avant avec le Operations as a Code, c'est d'automatiser le plus possible les actions pour ne pas faire d'erreurs et donc de maintenir une certaine fiabilité, continuité de service et que tout ne s'arrête pas d'un seul coup parce que voilà, quelqu'un a fait une mauvaise manip, par exemple. Donc voilà. Ensuite, nous allons voir du pilier de l'efficacité des performances. Alors, de quoi on parle? On parle en fait de la capacité à utiliser efficacement les ressources du cloud pour, un, satisfaire, mais aussi maintenir dans la durée les exigences de performance au fur et à mesure que la demande change et que les technologies évoluent. Donc, premièrement, on parle de quoi? Un, c'est de démocratiser des technologies qui sont avancées. En fait, jusqu'ici, quand il y avait une nouvelle technologie, c'était vraiment l'équipe SI, etc., qui devait voilà, prendre le serveur, installer par exemple le logiciel, etc. Et que voilà, ça prenait du temps et aussi des compétences pour se former, etc. etc. Donc aujourd'hui, avec AWS ou le cloud, vous êtes à même de sous-traiter en fait toute la partie gestion de l'infrastructure et de vraiment euh, démocratiser et que tout le monde en fait puisse, comment dire, un grand nombre puisse se consacrer au fait d'utiliser certaines technologies qui sont avancées. Ensuite, le deuxième point consiste à passer à l'international. Pourquoi? Lorsque vous avez un site web, d'accord, lorsque vous avez un site web et que vous êtes une entreprise connue et que vous avez aux quatre coins de la planète, voilà, des personnes, des clients qui vous suivent, etc. Le fait que la latence soit la plus faible, euh, en fait, donne au client une meilleure expérience. Okay, donc, vous voulez que votre latence soit la plus faible possible. Imaginez-vous que vous allez sur un site, je ne vais pas donner de nom, mais d'une vidéo à la demande, et que à chaque fois que vous cliquez sur un bouton ou sur une fonctionnalité de votre site web, que cela prenne beaucoup de secondes, voire minutes, pour qu'une page s'affiche. On comprend très bien que ça peut devenir très embêtant. Donc le fait que la latence soit la plus faible possible fait partie aussi de, de, de gagner en termes de performance en fait. Et donc de gagner en latence équivaut ou participe à une meilleure performance pour votre
entreprise. Ensuite, le troisième point, c'est d'utiliser en fait des architectures serverless ou sans serveur. En fait, les architectures sans serveur vous évitent d'exécuter et de gérer des serveurs physiques pour les activités traditionnelles de calcul. Donc là, on revient au premier point, qui est de vraiment vous concentrer sur ce qui a de la valeur, c'est-à-dire ce que vous faites avec ces technologies-là, et pas ce qu'il y a derrière sur quelle est la version de X, Y, Z de votre logiciel. Okay. Et enfin, c'est d'expérimenter plus fréquemment en fait, parce que ça vous laisse un choix libre des services que propose AWS. Donc vous pouvez, vous ou l'équipe SI ou que sais-je, à aller sur le cloud AWS, prendre une ressource et faire des petits tests. Et c'est comme ça aussi que vous allez gagner en performance. C'est-à-dire qu'avant de mettre en place, par exemple, je ne sais pas moi, un logiciel, c'est bien voilà, de prendre un petit serveur, vous exécutez, vous faites vos tests et de voir, avant de mettre en production, quel est en fait le output ou les retombées en fait de ce projet-là. Donc voilà. Dans un cinquième point, donc nous allons voir de l'optimisation des coûts. Alors très simple, hein. Donc on parle d'éviter des coûts inutiles. Donc voilà, premier point, on va parler du FinOps, c'est-à-dire mettre en œuvre la gestion financière du cloud. Donc vous devez avoir un suivi sur les coûts, par où et voilà quoi, d'où viennent de comprendre un peu la facture quoi, entre guillemets, grosso modo. Un sous-point dans ça, c'est que c'est très important d'analyser, d'attribuer aussi les dépenses. Ça, c'est un deuxième point qui est aussi relié au premier point donc, du FinOps, c'est que vous devez analyser et attribuer les dépenses. Si par exemple vous avez un département marketing qui consomment beaucoup parce qu'ils ont mal géré, je sais pas moi, le dimensionnement des ressources, qu'ils ont pris des serveurs trop gros alors que leurs besoins étaient trop petits. Donc ça vous permet en fait de cibler très vite et de comprendre d'où viennent entre guillemets les causes. Parce que lorsque vous travaillez dans le cloud, c'est très important aussi d'avoir une vue sur votre facture quoi. Le deuxième point, c'est d'adapter aussi un modèle qui est basé sur votre consommation. Donc, vous prenez selon vos besoins, grosso modo. Troisième point, c'est de mesurer l'efficacité globale. Ok. Donc là, on parle de vraiment, lorsque vous prenez en fait une ressource, c'est de encore là, on parle d'indicateurs de KPI, de voir combien ou comment, quel est le pourcentage ou quel est le ratio d'utilisation d'une ressource. Si par exemple vous utilisez une ressource que vous utilisez qu'une fois par mois, peut-être envisager de prendre un mode de tarification qui est adapté. Donc vous devez avoir une vue sur l'efficacité des ressources que vous louez en fait à AWS. Le quatrième point, le cinquième point, pardon, c'est d'arrêter de dépenser de l'argent pour des tâches qui sont lourdes, indifférenciées. Et là, on parle vraiment de tout ce qui est gestion de l'infrastructure, grosso modo. Donc voilà, ça c'est AWS le traite, donc que votre entreprise ne se prenne pas la tête sur tout ce qui est infrastructure, parce que voilà, AWS le fait. Et enfin, le dernier point, on parle de durabilité. Donc là, on parle des répercussions environnementales, économiques et sociétales. Point numéro 1, c'est d'établir des objectifs de durabilité. Donc en termes de réduction des ressources, de calcul et de stockage, voilà. Et on voit comment on peut réduire vos consommations d'un point de vue, voilà, éviter un impact qui est négatif sur l'environnement. Le deuxième point, c'est d'optimiser l'utilisation, de dimensionner les ressources. Encore, voilà, si vous prenez un grand serveur, enfin une grande capacité de base de données alors que vous utilisez que très peu, donc voilà, dimensionner aussi
pour optimiser en fait votre utilisation, c'est d'utiliser des services gérés. Pourquoi? Parce que AWS en fait AWS s'assure que en fait, il y a une meilleure gestion d'un point de vue énergétique et voilà de tout le matériel, etc. pour en fait avoir une répercussion environnementale qui est limitée, on va dire, voire oui, limitée quoi. Et enfin, le dernier point, c'est de réduire en fait l'impact en aval en fait, de votre workload, de votre charge de travail dans le cloud. C'est-à-dire, concrètement, c'est voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place avant même de rentrer dans le cloud. Est-ce que vous ne pouvez pas éviter qu'il y ait peut-être une mise à jour sur, je sais pas moi, le téléphone de vos clients pour qu'ils puissent, je sais pas moi, utiliser une application que vous mettez, par exemple. De voir qu'est-ce que vous pouvez mettre avant même d'être sur le cloud pour éviter donc une répercussion négative sur l'environnement. Donc voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Donc nous avons traité donc des 6 piliers. J'espère avoir été assez clair. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis. Ça, je suis preneur. Donc voilà. Donc avant de nous quitter, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre attention. Mais merci d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous dis ciao.